ici. Ça commence. Alors, Stéphane Hautecoeur, Agnès Pelfort, Jean-Michel Mazet, Christelle Terre, absente, pouvoir, Stéphane Hautecoeur. Ici. Sébastien Roth, Jean-Paul Recourt, Estelle Sueur, un peu en retard, mais normalement devrait venir. À suivre. Éric Muller est là, forcément. Eva Salvador est là. Marie-Annick Laroche. Sylvie Poyet. Valérie Véron, absente, pouvoir, à Laurent Tarassi. Fabiola Basselin, absente, pouvoir, à Agnès Pelfort. Absente pour raison familiale. Sandrine Marsal est présente. Brigitte Dubois-Lombard, absente, pouvoir, à Sébastien Roth. Renaud Pradinck, présent. Jérôme Jean. Caroline Legros-Humblot, absente, pouvoir, à Jean-Michel Mazet. Laurent Salier. Jamal Amedjdoub, absent, pouvoir, à Jean-Paul Recourt. Christine Delafosse. Sébastien Boguert, présent. Michel Evert, absent, excusé mais sans pouvoir. Pascal Ribouillard, absente, excusé, sans pouvoir. Ce qui nous donne. C'était dans la colonne. La colonne s'appelle comme ça. 17 présents, plus 7 pouvoirs, ça fera donc 24 votants sur 27. Merci. Alors, je désigne nous désignons le secrétaire de séance et après, je me permettrai avant même les points de l'ordre du jour de vous partager 2 sujets d'actualité quand même, d'actualité locale. Alors, sur le secrétaire de séance, y a-t-il un candidat volontaire à être désigné? J'ai entendu Madame Pelfort, je vous remercie. J'ai entendu la voix. Agnès Pelfort, merci beaucoup. Y a-t-il des voix contre cette proposition? Les abstentions, je vous remercie. Alors les 2 points d'actualité, si vous le voulez bien, c'est un point scolaire et un point de circulation. Le point scolaire, c'est qu'il y a une menace de fermeture de classe à l'école Jean-Baptiste Clément, qui comporte actuellement 9 classes, puisque c'est un groupe scolaire primaire maintenant, depuis 2 ans, maternelle et élémentaire. La menace rentre dans la mécanique implacable de l'éducation nationale qui regarde les effectifs sur le mois de janvier et qui considère qu'il n'y a pas matière à garder une 9e classe. Je vous fais partager l'information que j'ai envoyée un courrier à l'inspecteur, à monsieur l'inspecteur d'académie, pour lui rappeler que la ville construit des logements en ce moment, ou le territoire construit des logements, et que les statistiques de janvier ne prennent pas correctement en compte ce qui est en train de se passer, puisque les 42 logements qui ont été livrés en décembre dernier ont été analysés en termes de potentiel d'enfants qui pourraient s'inscrire, et il y en a plus d'une dizaine qui ne sont pas inscrits sur les écoles de la ville, forcément parce qu'ils ont dû commencer une année scolaire dans leur commune d'origine, puisque là je parle bien des analyses qui ont été faites à partir des familles qui n'habitaient pas déjà sur Saint-Leu-d'Esserand. Donc il y a déjà un potentiel de plus de 10 inscriptions possibles en septembre prochain ou d'ici à septembre prochain. Et la campagne d'inscription ne fait que commencer, donc on a encore tout espoir dans ce que je suis en train de dire. Deuxième effet, des familles qui étaient déjà sur Saint-Leu-d'Esserand et qui ont obtenu les nouveaux logements libèrent elles-mêmes des logements. Donc il y a aussi une deuxième possibilité qui est quelques enfants supplémentaires qui viennent d'autres communes, qui ne soient pas inscrits pour l'instant et pour cause, et qui puissent rejoindre cette école l'année prochaine.
en sachant que le nouveau quartier dont je viens de parler, le quartier des Trois Étangs, est sur une zone qu'on appelle blanche, qui nous permet d'orienter les enfants dans une école ou dans une autre. Et cette année, évidemment, le problème d'effectifs concernant JB Clément, nous orienterons les familles exclusivement sur l'école Jean-Baptiste Clément. Puis, troisième effet possible, l'autre, donc arrivée de Madame Sœur, bonjour. Donc, nous sommes 18 présents, ce qui fait 25 votants. Donc, troisième effet, la nouvelle résidence de l'Abreuvoir aux Moines, qui n'est donc pas au même endroit et qui n'est pas dans la zone de recrutement en direct de l'école Jean-Baptiste Clément, va livrer 80 logements en septembre prochain. Alors, en juin prochain, en tout cas. Si je dis septembre, c'est pour être sûr d'un impondérable dans le bâtiment qui n'arrive jamais, mais néanmoins. Mais normalement, c'est juin, parce qu'il y a certains signes qui montrent que ça devrait être tenu. Donc ça fait quand même un potentiel pour, non pas amener directement des enfants sur Jean-Baptiste Clément, mais pour libérer d'autres logements compte tenu des affectations, des propositions d'affectation que nous sommes en train de faire avec le bailleur social Claisance et qui permettront aussi à des familles déjà présentes sur Saint-Leu de déménager. Et peut-être que ces familles seront, elles, sur la zone de Jean-Baptiste Clément, ce qui permettrait, si ça tombait bien au niveau des changements de cycle ou des arrivées d'enfants, de laisser quand même les enfants à Jean-Baptiste Clément par un effet de dérogation interne. Voilà. Donc tout ça amène à penser qu'il y a encore une discussion à avoir sur les effectifs. En l'attente, les représentants de parents d'élèves ont lancé de vraies actions de mobilisation qui se traduisent notamment par une pétition que j'ai pu vous diffuser récemment et qui commence à rassembler beaucoup de signatures en ligne. Et il y a d'autres actions à venir pour lesquelles je vous propose d'avoir une attitude constructive, favorable et positive parce qu'il est important que, quels que soient les calculs, les parents se préoccupent du fonctionnement de leur école. Voilà. Ce n'est pas le seul sujet dont ils peuvent s'occuper. On est sur des périodes où les difficultés scolaires des enfants, la tentation des écrans et j'en passe sont de vrais sujets sur lesquels on doit pouvoir toujours plus travailler avec les parents d'élèves et les enseignants. Mais le sujet de l'encadrement et du nombre de classes reste un sujet. Surtout que voilà, la baisse de la population générale depuis 23 ans, puisque le dernier recensement où la population augmentait, c'était 1999. Cette baisse, cet effritement de population va enfin s'inverser par l'effet de rattrapage que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Voilà sur ce sujet. S'il y a des commentaires, je vous ouvre le micro après. Sur le deuxième sujet, je demanderai à M. Hautecoeur de compléter mes propos parce que c'est vraiment un sujet brûlant et qu'il maîtrise, bien sûr. La rue d'Ardillères va faire l'objet, enfin, d'un très grand chantier sur 3 mois en 2023, mais aussi une deuxième phase en 2024 qui serait vraisemblablement au premier trimestre et qui, j'espère, clora tout le débat de tous les travaux qui sont programmés. Mais si jamais ça ne suffisait pas, il faudrait y revenir en 2025. Donc, je fais court, 3 maîtres d'ouvrage, la commune pour ce qui est des équipements de sécurisation de cette rue, l'intercommunalité, l'agglomération pour les réseaux d'eau et d'assainissement, et le conseil départemental pour ce qui est de l'enrobé. 3 mois parce que cette rue étroite et en pente doit être fermée totalement pour permettre aux différents chantiers de se déployer. J'ai oublié de dire que la commune est également responsable d'un chantier de démolition et de déplacement d'une grange qui, à l'emplacement où elle est actuellement, empêche le moindre trottoir. Donc c'est un alignement d'une grange dont nous nous chargeons en plus. Donc 3 mois, avril, mai, juin
2023, avec un ensemble de conséquences pour des déviations locales et moins locales, dont M. Hautecoeur va vous parler. Ce que je peux moi-même vous dire, c'est que faisons le maximum tous ensemble et avec les habitants pour que les difficultés incontournables soient limitées par notre vigilance, par la communication avec les riverains. Je compte bien sûr sur les 2 conseillers de quartier ici présents pour M. Pradinck et Mme Sueur, hein, je ne me trompe pas. Si, je me trompe. M. Pradinck, oui, et l'autre conseillère de quartier, voilà. Mme Laroche. Je me suis trompé de binôme. Mme Laroche et M. Pradinck sont aussi à la disposition des habitants. Nous avons une réunion publique avec les riverains cette semaine qui s'est bien passée parce que beaucoup d'informations ont été données. Néanmoins, c'est un chantier qui va rester difficile. 3 mois, c'est absolument exceptionnel pour une route départementale aussi importante pour nous, que ce soit pour le trafic de transit ou pour le trafic professionnel local. Est-ce que M. Hautecoeur peut nous donner quelques éléments sur toutes les déviations et les innovations qui lui tiennent à cœur? Bonsoir à tous, merci Frédéric. Effectivement, tu as dit le principal. Information, vous avez le support sur le site internet, le support qui a été projeté donc mardi à la réunion publique. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet. À l'accueil, vous avez ce support. De quoi je vais vous parler de plus? Nous avons une problématique, c'est le transport scolaire, puisque les bus empruntent la rue de l'Ardillière pour aller ramasser les enfants Val, du Haut-du-Neuillet et Croix-Aude. Et pendant les travaux, donc pendant ces 3 mois, ça pose problème, puisque le grand bus ne peut pas circuler par la rue de l'Ardillière et ne peut pas circuler dans notre commune. Donc, avec les transporteurs et les services, nous envisageons, donc nous avons déjà fait des réunions, mais on va vraiment faire en grandeur nature pour voir si ça passe, de modifier certains sens de circulation de notre commune. Alors, pour faire court, la rue Sauveterre, donc la rue de Carrefour, la rue des Forges, la rue où il y a les cafés, et la rue Jean Moulin, la rue où il y a la caserne du CPI, vous imaginez qu'aujourd'hui, on le prend dans un sens, et demain, on pourra le prendre dans l'autre. Tout ça, ce qui permettra que les bus qui viendront du rond-point du Pilori, de la boulangerie, qui passeront devant le boucher, pourront remonter la rue des Forges, pour monter directement Croix-Aude, pour pouvoir aller chercher donc les étudiants, pour les emmener au collège. Et pour descendre au stop de la rue de l'Église, vous tournerez à gauche, et puis vous reprendrez donc la rue Jean Moulin pour redescendre aux pompiers. Bien entendu, une communication est en préparation avec le service com, sera distribuée dans les prochains jours, semaines, pour que vous puissiez bien comprendre les différents travaux, les différentes modifications de circulation, et puis les itinéraires bis qui concernent essentiellement les riverains impactés, donc Ardillière et Val essentiellement, avec qui on a pu converser donc mardi. Mais au fur et à mesure des travaux, ils pourront ou redescendre la rue de l'Ardillière ou remonter pour récupérer le Haut-du-Neuillet. Donc, mais ça, ils l'ont bien compris. Et puis, pour les personnes qui auraient nécessité d'aller voir une mamie ou quelqu'un dans le secteur, bien entendu, vous pourrez aussi passer pour aller voir vos proches. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez l'onglet sur le site Contact. Cette manière fait que la question que vous allez poser est diffusée à l'ensemble du bureau et vous aurez systématiquement l'adjoint concerné ou Sébastien Roth pour les travaux ou moi-même pour la circulation ou communication, enfin peu importe, l'adjoint concerné viendra bien sûr vous apporter une réponse et on peut se rencontrer quand vous le voulez. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci Stéphane. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur ces 2 points d'actualité avant qu'on lance l'ordre du jour proprement dit? Je n'en vois pas. Merci à vous. Alors, point 2, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, qui était la séance consacrée au débat d'orientation budgétaire. Y a-t-il des remarques sur des corrections éventuelles? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des voix contre l'adoption de ce procès-verbal? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Point 3, décision du maire. Je n'ai pris aucune décision depuis le dernier conseil municipal. Donc
Il n'y a pas de quoi se vanter, dit mon voisin de droite. Rien qui rentre dans cette case des décisions sur délégation dont je vous rende compte. J'essaye de prendre d'autres décisions dont j'essaye de vous rendre compte aussi. Mais nous abordons donc le point principal sur les finances et les services. Et je vais confier à Laurent Tarassi la charge de présenter déjà, pour l'instant, en attendant d'autres, le point 4, le compte administratif. Merci Frédéric. Donc effectivement, le compte administratif année 2022. Donc une présentation avec ta présence et un vote sans ta présence, Frédéric. Donc ce sera le ou la doyenne. Et je crois que Eva, c'est toi. Donc tu feras voter l'Assemblée une fois que Frédéric sera parti. En attendant, je vous fais la lecture de l'arrêté donc des comptes administratifs année 2022. Pour la partie fonctionnement, donc on a un résultat de fonctionnement 2021 à hauteur de 1 222 733,55 euros. En 2022, nous avons eu des recettes de fonctionnement à concurrence de 7 785 379,50 des dépenses de fonctionnement à hauteur de 7 761 295,07 euros et une affectation en investissement de 550 000 euros. Le tout amène à un excédent de fonctionnement de 696 817,98 euros. Pour la partie investissement, un résultat d'investissement de l'année dernière, à 547 000, à moins 547 247,39 euros. En investissement 2022, on a eu des recettes à hauteur de 3 697 782,54 euros et des dépenses à hauteur de 2 957 491,69 euros. Le tout amène à un excédent d'investissement, ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas eu, à hauteur de 193 043,46 euros. La somme des deux fait un résultat cumulé hors reste à réaliser à 889 861,44 euros. On peut ensuite y ajouter donc les restes à réaliser. Alors d'abord en fonctionnement, nous n'avons que des dépenses à reporter de moins 46 840,90 euros. Et en investissement, un bout de recette à hauteur de 381 744,74 euros et des dépenses un peu plus importantes à 554 722,33 euros. Le solde des restes à réaliser en investissement est de moins 172 977. Alors c'est la totale en fait, c'est investissement plus fonctionnement. Le solde des restes à réaliser est donc de moins 172 977,59 euros. Et donc le résultat définitif de clôture avec restes à réaliser est de 670 042,95 euros. C'est une punition de lire tous ces chiffres. Donc, monsieur le maire, je vous propose de sortir de l'Assemblée, s'il vous plaît. Et Eva, je te cède la parole pour faire voter l'Assemblée. Bonsoir tout le monde. J'invite donc le conseil municipal de voter le compte administratif 2022. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, le compte administratif 2022 est voté. Je vous remercie. Bon, monsieur le maire, le compte a été voté à l'unanimité. Pour. Merci. Après cette heureuse surprise, on peut passer au point 5, puisque comme vous le savez, ce qui vient de vous être présenté est les comptes vus du point de vue de la mairie elle-même, et le compte des gestions est, lui, du point de vue du receveur municipal, c'est-à-dire l'agent de l'État qui surveille nos comptes. Et l'idée est que ça puisse coïncider au centime près. Nous allons voir ça. Donc le point 5, compte de gestion 2022 du receveur municipal. Donc effectivement,
Il y a tout un tas de documents qui ont été produits de façon à ce que le travail puisse être réalisé. En regard de ces documents statuant sur l'ensemble des opérations effectuées pour l'année 2022, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le conseil municipal est appelé à voter et déclarer que le compte de gestion 2022 dressé par le receveur visé et certifié conforme par le donateur n'appelle aucune observation de sa part. Tout est parfaitement conforme. Merci Laurent. Donc, s'il en est ainsi, y a-t-il des votes contre ce constat sur le compte de gestion? Je ne vois pas. Des abstentions, donc adopté à l'unanimité. Et je précise que c'est la dernière année 2022 où les comptes sont présentés sous la nomenclature M14 qui sera remplacée dès cette année par la M57, ce qui amènera probablement des subtilités supplémentaires dans la présentation de M. Tarassi. Alors, point 6, affectation du résultat 2022. Merci Frédéric. Donc effectivement, une fois qu'on a statué sur le compte administratif, vous avez vu, on a des excédents de fonctionnement et des excédents d'investissement. Il faut les affecter sur le budget 2023. Donc nous vous proposons d'affecter la totalité des excédents de fonctionnement au compte 002 résultats de fonctionnement reportés pour donc 696 817,98 €. Et donc la totalité, sachant qu'il n'y a pas besoin d'alimenter un autre compte, le 1068, pour couvrir des restes à réaliser en fonctionnement, puisqu'on a un investissement, puisque nous avons des excédents cette année. Et donc, les excédents en question d'investissement, de les reporter donc dans le compte 001, solde d'exécution d'investissement reporté, et la somme en question est de 193 043,46 €. Ça correspond exactement à ce qu'on a voté dans le conseil administratif. Voilà, le conseil est appelé à en délibérer. Merci Laurent. Y a-t-il donc des votes, des voix contre l'utilisation de ce résultat 2022? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Alors le point 7 est bien sûr le plat de résistance de notre soirée et je vous propose de vous reporter dans votre dossier au document numéro 8, qui est la note de synthèse budgétaire. Alors, je propose de me charger de la partie rappel des orientations budgétaires et synthèse des principales mesures proposées par la commune, c'est-à-dire les points respectivement qui s'appellent A et D, et puis Laurent Tarassi va s'occuper de tout le reste, c'est-à-dire le principal. Sur le rappel des orientations budgétaires, nous avions eu notre débat qui n'était pas, souvenez-vous, sanctionné par une approbation, mais par un constat que le débat avait eu lieu. Et compte tenu du travail supplémentaire qui est fait, nous confirmons les orientations budgétaires. Voilà, première, non pas surprise, mais premier point fort, avec le fait qu'on les a regroupés en 3 grandes masses. D'une part, l'adaptation de l'organisation aux crises nouvelles, avec des dépenses qui concerneront bien entendu le plan de sobriété énergétique, mais aussi des dépenses de développement durable qui ne sont plus ni une mode ni du superflu, mais bien au cœur de notre stratégie pour éviter ou limiter d'autres crises. Le deuxième grand point des 3 grands thèmes d'objectifs budgétaires, c'est les grands projets du mandat, bien entendu, au nombre de 6, comme on le sait, avec une déclinaison de ces projets dans certaines dépenses en 2023, tant au niveau de l'accompagnement des constructions neuves en termes de voirie, on y reviendra, qu'en termes d'accompagnement des projets de l'agglomération de Creil en termes de voies douces. Dans les autres grands projets, mais Laurent Tarassi, bien sûr, y reviendra, Pascal Grousset a été un grand sujet en 2022. Il est également un sujet plus modeste en 2023, mais qui
amène quand même à certaines dépenses. Les deux plus gros sujets de l'année sont bien la rue d'Ardillères, dont je viens de parler tout à l'heure, et la maison de la petite enfance. Donc les chiffres vous seront donnés tout à l'heure. Et puis le troisième thème d'orientation budgétaire, c'est le maintien des services de proximité, ce qui n'est pas une évidence biblique dans ces temps de difficultés financières, mais le maintien des services a un impact sur les choix financiers, puisque c'est donc pas là qu'on va chercher des économies majeures, même si, vous le verrez, en termes de frais de personnel, nous atteignons enfin un plateau, une stabilisation, espérée en 2023, mais comme le budget est de plus en plus réalisé par rapport aux prévisions, on peut donc être confiant sur l'idée que nous maîtriserons donc les dépenses de personnel. Par contre, dans l'équilibre financier, les grands choix qui vous sont proposés et que, bien sûr, j'assume au premier chef, sont l'idée qu'il n'y aurait pas cette année de nouvelles augmentations fiscales. Nous avons demandé des efforts dès l'année dernière et nous n'en demandons pas plus. De même, pas d'augmentation des tarifs nouvelles en 2023. Et enfin, pas de prévision réelle d'emprunt, même si M. Tarassi vous expliquera qu'il y a un emprunt d'équilibre, mais qui n'a pas du tout vocation à être réalisé. Voilà. Donc j'ai résumé ainsi les grandes orientations. Maintenant, il est important que Laurent vous donne les chiffres du budget qui correspondent aux propositions détaillées de 2023. Merci Frédéric. Donc effectivement, il y a déjà un contexte général, on va dire, hein, avec la poursuite de la dégradation du contexte financier et ses conséquences. En 2023, typiquement, on n'a aucune idée de ce que sera l'évolution de l'inflation. Et ça implique que tous les devis qu'on fait faire aux entreprises, elles sont à une durée de validité très très courte et c'est assez compliqué en fait à gérer, hein, jusqu'à 3 mois alors qu'auparavant c'était près d'un an. Les délais de livraison des matières premières et des équipements qui augmentent. L'obligation croissante aussi, ça c'est un autre sujet, de passer systématiquement par l'AXO pour déposer nos projets de façon à ce qu'ils puissent être retenus pour obtenir des subventions d'investissement. Donc en même temps, il y a une efficacité, mais en même temps c'est assez lourd comme principe. Et inévitablement, à prendre en compte dans le contexte, c'est la hausse du coût de l'énergie, hein. Et donc pour la collectivité, ça a été estimé à plus 300 000 € de dépenses cette année, hein, 2023. Il y a aussi, associé à tout ça, la révision annuelle de la tarification des marchés. Évidemment, cette hausse d'énergie de 300 000 €, elle se répercute chez tous nos prestataires. Et donc, évidemment, eux répercutent cette hausse dans leurs tarifs, dans leurs prix. Et donc, on doit bien sûr faire face à ces augmentations. Rappelez-vous, on avait aussi, en quittant le SIAE, qui était le syndicat intercommunal de l'assainissement de l'eau, dont on dépendait auparavant, en le quittant, nous avions récupéré sur notre budget un montant d'investissement, un montant de fonctionnement, qui étaient nos avoirs dans ce syndicat. On a dû les redonner à l'AXO, évidemment, puisque ce sont eux qui ont la compétence maintenant eau et assainissement. Et donc, on s'est mis d'accord sur un échéancier jusqu'à la fin de ce mandat, donc jusqu'à mars 2026. Et chaque année, nous devons payer 67 000 €. Une partie en fonctionnement, une partie en investissement. Donc ce sont des dépenses récurrentes, on va dire. Et puis nous avons aussi des hausses de frais sur ce qu'on ne maîtrise pas, comme la hausse, les revalorisations salariales, pardon, qui sont liées à l'inflation, et donc le point indiciaire qui sert de base pour le calcul des salaires. Et typiquement, ça nous a coûté 100 000 €. On a mis 100 000 € pour 2023 sur cette partie-là. Au regard de tout ça, ce contexte, il y a des mesures exceptionnelles prises par l'État. Notamment, il y a eu 320 millions d'euros qui ont été injectés de façon à essayer de maintenir les dotations globales de fonctionnement à un niveau qui était celui de 2022. Donc pour nous, ça, effectivement, ça maintient la DGF à 195 000 €. Donc ça, c'est un bon point, on en profite.
Il y a un fonds vert qui a été mis en place pour tout ce qui est investissement associé à des sujets énergétiques, du développement durable, etc. Donc évidemment, dès qu'on aura des projets dans ce créneau-là, on va solliciter le fonds vert. Il y a des filets de sécurité énergétique pour les collectivités qui ont vu de fortes hausses. Nous ne sommes pas éligibles, mais néanmoins, voilà, vous avez la connaissance que ça existe. En revanche, l'amortisseur électricité signifie qu'il pourrait y avoir des compensations financières pour des contrats qui venaient à avoir de fortes hausses. Donc, initialement, on pensait ne pas faire partie de ce lot de collectivités, puis il s'avère que vraisemblablement, ce sera peut-être un peu le cas. Donc, on essaye de se protéger avec notre syndicat énergie et de mettre tous nos contrats chez eux, puisqu'ils arrivent à protéger tout ça. Mais bon, voilà, si jamais il y avait besoin, on sait qu'il y a cet amortisseur dont on pourrait bénéficier. Voilà, donc au regard de tout ça, Frédéric vous a parlé du plan de sobriété. Évidemment, les mesures proposées par la commune, c'est de suivre au plus près ce plan et en parallèle d'accentuer notre recherche d'aide de financement auprès de tous les organismes qui pourraient le faire. On a d'autre part une poursuite de la réflexion sur les cessions immobilières qu'on pourrait faire. Vous savez qu'on on est propriétaire de nombreux bâtiments sur la commune. Il est important de maintenant vérifier qu'on a l'utilité de tous ces bâtiments et si ce n'est pas le cas, de les céder et de les vendre. Voilà, c'est important. Une commission finance a eu lieu le 23 février 2023 et a validé le principe de ce budget, notamment le maintien des taux des taxes d'habitation et foncières à leur niveau. Donc elle s'est positionnée de façon favorable pour ce point-là. On aura ce point à voter un peu plus tard, juste après. L'inscription d'un emprunt d'équilibre. Donc sur le principe, c'est pareil, la commission s'est positionnée favorablement. Voilà. Et la commission souhaite, si jamais le bureau municipal devait s'engager sur la réalisation de cet emprunt, qu'auparavant un débat se tienne sur l'opportunité de réaliser cet emprunt ou pas. Voilà. Sachant que, encore une fois, je vais le détailler un peu plus loin, hein, mais c'est vraiment un emprunt d'équilibre. Vous allez comprendre que l'idée, c'est de diminuer d'autant cet emprunt et d'arriver à la fin de l'année à avoir un emprunt à zéro, aussi vite qu'on arrivera à récupérer les subventions des organismes qui pourraient nous les donner. Voilà. Donc il y a un gros travail de par le service financier à produire cette année. Et si ce n'était pas le cas, on part sur l'idée qu'on ne réaliserait pas de toute façon cet emprunt, et ça voudrait dire en contrepartie qu'on ne réaliserait pas donc les dépenses qu'on a inscrites en investissement. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on a dans votre document des faits saillants, on va dire les gros thèmes. Je vous propose de sauter cette étape-là et on va directement dans le dur, dans les vrais chiffres. Voilà. Et vous ferez vous-même à la maison les faits saillants. Donc, on va attaquer par les dépenses de fonctionnement. Deux gros postes, le chapitre 011, charge à caractère général, et le chapitre 012, charge de personnel. Si on commence par les charges à caractère général, vous voyez qu'il y a une grosse augmentation, hein, c'est tout en haut à droite du tableau, 27,2%. Et en fait, tout ça, c'est essentiellement dû à la hausse de l'énergie et donc à nos futures factures d'énergie. Vous voyez que le gaz augmente de 210 000 euros dans les prévisions de dépenses et l'électricité de 72 000 euros. Donc rien que ça fait déjà quasiment notre augmentation. Sans ça, s'il n'y avait pas ces 300 000 euros, on serait sur un budget prévisionnel exactement équivalent à ce qu'on avait fait en 2022, à hauteur de 1 850 000. En plus de ça, donc si on détaille un petit peu, on prévoit un peu plus de 47 000 euros dans l'entretien des bâtiments publics, une petite augmentation également de 36 000 euros sur les manifestations. Dedans, si on détaille un peu, on y retrouve l'inauguration de la piste et les activités liées aux Jeux Olympiques 2024, dans lesquelles on est très impliqué, pour 12 000 euros. On a prévu d'inscrire un budget pour notre conseil municipal des jeunes pour 10 000 euros. Et puis des soutiens aux nouvelles manifestations et aux manifestations existantes par le service pôle événementiel pour 14 000 euros.
On a donc une augmentation de 20 000 euros, je vous le disais tout à l'heure en introduction, ça fait partie des prestataires qui ont augmenté le prix de leurs prestations, hein, lié aussi au coût d'énergie. Donc nous, pour la partie repas cantine de nos écoles, ça nous coûte 20 000 euros de plus sur l'année. On a également une hausse de 20 000 euros sur tout ce qui entretient des espaces enherbés, voilà, notamment aussi dû à une majoration liée au renouvellement des marchés. Voilà, pareil, les prestataires ont augmenté leurs tarifs. On a des formations un peu supplémentaires cette année pour 16 000 euros et notamment essentiellement dues au passage à l'armement que l'on envisage pour notre police municipale. Donc bien évidemment, en amont, les futurs policiers municipaux qui seront équipés d'une arme doivent avoir une formation adéquate et précise, rigoureuse. Donc voilà, c'est un petit peu coûteux. Ensuite, on a des entretiens, réparations de matériel pour 9 000 euros. Et le reste, je ne vous le lis pas, vous le lirez. Voilà, ça correspond donc à ce chapitre 011. Si on passe aux charges de personnel maintenant, il y a aussi une légère hausse de 1,4%. On est quand même donc plutôt cette fois-ci conforme à ce qu'on avait l'année dernière. Ça représente 58 000 euros de plus. Et ça correspond donc à de la masse salariale qui vient en plus pour la police municipale pour 70 000 euros, l'enfance 57 000 euros, les services techniques 19 000 euros, la communication 12 000 euros, en regard d'autres services qui, eux, par contre, coûtent 93 000 euros de moins. Voilà, le global fait un petit surplus. On peut regarder aussi le chapitre 65 qui correspond à autre gestion de charges courantes, parce qu'en fin de compte, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dans ces chapitres-là. Alors, il y a une augmentation cette année aussi de 87 000 euros. Par exemple, on y retrouve la revalorisation des indemnités des élus, qui sont, elles, basées sur la revalorisation des salariales des agents. Voilà, ça suit un peu les mêmes courbes. Donc, effectivement, il y aura une petite revalorisation des indemnités élus. Il y a aussi les cotisations individuelles à la retraite des élus, donc à un fonds qui s'appelle le fonds PEL. Et tout ça, ça représente 4 000 euros de plus cette année. On va avoir des licences informatiques supplémentaires pour l'acquisition de nouveaux outils. C'est une augmentation de 3 000 euros. Ce point-là qui sera aussi voté un peu plus loin, la subvention aux associations. En 2022, il y avait eu un moindre fonctionnement et donc une baisse des subventions attribuées aux associations sportives. Le total, associations sportives plus culturelles, plus l'association du personnel, avait fait cette enveloppe monter à 74 000 euros. Cette année, avec la reprise plein pot de l'activité des associations diverses et variées, et notamment sportives, on a dû rajouter 26 000 euros pour monter à une enveloppe globale de 100 000 euros. Voilà. Et c'est dans ce chapitre-là, le 65. Et on retrouve ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le SIAE, la partie fonctionnement du SIAE. Donc, on retrouve 47 000 euros dans ce chapitre 65 qui, de par la nomenclature M57, a changé de ligne comptable et qui, avant, elle était en 67. Voilà, vous avez donc les raisons de l'augmentation du 65. Le budget, donc, dépenses de fonctionnement, au global, arrive à un montant de 8 502 342 euros. Les recettes en face, on a un chapitre 013 qui s'appelle atténuation de charges. Grosso modo, ce sont toutes les indemnités journalières qui nous sont remboursées lorsqu'on a des agents en arrêt de travail pour maladie. Donc, estimation pour 2023, 150 000 euros. Ça correspond, vous voyez, à des montants sensiblement équivalents aux années 2021-2022. On a mis un petit peu moins cette année parce qu'on a moins d'agents en arrêt longue maladie actuellement. Le produit des services, ça c'est important. Ce n'est pas la plus grosse somme, mais c'est une ligne qui nous fait dépenser beaucoup d'énergie en fait à la mairie. Parce que là-dedans, vous retrouvez tout le personnel qui est déployé pour le périscolaire, le personnel pour la cantine, donc repas préparatrices culinaires, etc. Il y a toutes les activités culturelles, musique, donc tout ça, voilà. Au regard, il y a des recettes, et donc c'est important pour nous. Nous avions voté en 2022 une augmentation des tarifs, et donc cette année, on aura de plein pot du 1er janvier au 31 décembre 2023 le bénéfice de cette augmentation de tarification, et on estime donc qu'on devrait récupérer 44 000 euros de plus et donc monter les produits des services à 311 760.
On a ensuite deux lignes qui correspondent à impôts, taxes et fiscalité locale, la ligne 73 et 731. Ce sont les deux grosses lignes qui font la grosse partie de nos recettes, hein. Dans ces lignes-là, vous voyez qu'on a une belle augmentation, hein, de 246 000 euros. Elles sont dues à quoi? D'une part, à l'augmentation des bases d'imposition. On va en parler un tout petit peu plus loin. Donc ça, ce n'est pas nous qui décidons, hein, c'est l'État qui décide de tout ça. Ça fait augmenter la recette pour la ville de 231 000 euros. On avait aussi voté l'idée d'une taxe sur la consommation finale d'électricité qui augmente année après année son taux. On va passer de 6 à 8% et ça rapportera cette année 24 000 euros de plus. On aura aussi une diminution du montant des droits de mutation pour 9 000 euros. Donc ces deux chapitres-là, un gain de 246 000 euros. Juste en dessous, vous avez la ligne dotation, subvention et participation, le compte 74, qui a aussi une augmentation de 102 000 euros. Donc finalement, des recettes qui augmentent, hein. C'est plutôt sympa en termes de fonctionnement. Notamment, ces 102 000 euros sont dus à la tarification sociale de la cantine scolaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque nous avions changé les tarifs pour la cantine de nos écoles, on avait inclus dedans le tarif à 1 euro du repas. En fait, nous faisons payer aux familles, j'espère que ce n'est pas la famine d'ailleurs quand ils vont à la cantine, aux familles, non seulement le prix du repas, mais aussi le prix du personnel qui encadre cette pause méridienne. Et tout ça, ça fait le tarif cantine. Okay, si on ne prend en compte que le tarif du repas, on a fait en sorte que 2 tarifs sur 3, donc on a 3 tarifs différents, 2 tarifs sur 3, ça coûte moins d'1 euro. Et dans ce cadre-là, on peut obtenir des subventions et des aides de l'État. Et vous voyez que ces aides sont conséquentes parce que pour la ville de Saint-Leu, ça va nous rapporter 115 000 euros de subventions. Et ça, c'est plutôt bien. C'est une très bonne surprise. On a en revanche une petite paire de 7 000 euros d'allocations CAF, mais qui sont dues à des régularisations. Et puis de la même façon, on a 10 000 euros en moins que l'année dernière, puisqu'on avait eu l'année dernière des versements pour les élections présidentielles, législatives et le recensement, qui ne seront pas réalisés en 2023. Donc globalement, une ligne 74 qui est supérieure à ce qu'on avait les années passées. Voilà pour ces recettes de fonctionnement. Et donc évidemment, c'est le jeu du budget prévisionnel. Les dépenses doivent être équilibrées avec les recettes. Donc on arrive au même montant, 8 502 342 euros. Voilà pour la partie fonctionnement. Vous avez ensuite, sur les pages qui suivent, des petits éclaircissements sur le fonctionnement. Vous avez un petit tableau sur la DGF. Et donc vous voyez en bas à droite le total, hein, de 2022 et 2023, où vous voyez que oui, on régresse un petit peu, mais ça se joue à 300 euros, ce qui n'a rien à voir avec les baisses qu'on avait les années précédentes, hein, d'une année sur l'autre. Donc ça fait partie des 320 millions d'euros qui ont été injectés par l'État pour essayer de garder la DGF pour les collectivités à un même niveau. La partie reversement de l'AXO, donc vous vous souvenez, en fonction des compétences que nous avions transférées à l'AXO, alors des impôts que l'AXO récupérait, notamment celle des entreprises, etc., était définie une attribution de compensation que l'AXO nous reverse chaque année. Et puis après, en fonction des compétences que l'on transfère à l'AXO, on diminue cette attribution de compensation petit à petit. Vous voyez que ça fait maintenant 4 ans, 2020, 2021, 2022, 2023, où il n'y a pas de transfert de compétences. Donc notre attribution de compensation ne bouge pas. Elle sera encore, venant de l'AXO, de 2 423 801 euros. Ça, c'est divisé par 12. Et donc, grosso modo, tous les mois, on touche un petit 200 000 euros. Voilà, d'accord. Ça rentre dans les caisses tous les mois. Les taxes locales, voilà. Je vous disais tout à l'heure que les bases avaient été augmentées. En revanche, on n'a prévu aucune augmentation, si vous en êtes d'accord et si vous le votez tout à l'heure, juste après, des taux des impôts qui sont payés sur la commune par nos habitants. À savoir qu'il n'y a plus de taxes d'habitation sur les habitations principales, il y en a toujours sur les habitations secondaires. Le taux est de 19,63%. La taxe foncière bâtie, le taux est de 36,80% et la taxe foncière non bâtie de 72,57%. Donc ça, on vous propose de ne pas le bouger.
En revanche, les bases, elles ont augmenté. Pour le foncier bâti, pardon, pour les fonciers bâtis de 7,83%, le foncier non bâti de 6,7% et la taxe d'habitation de 7,1%. C'est ça finalement, ces hausses-là des bases qui a fait que les recettes dépassent 200 000 euros supplémentaires. Vous avez le détail du calcul sur le tableau juste après, en ajoutant donc taxe d'habitation sur les propriétés secondaires et non pas principales, les taxes foncières sur les propriétés bâties, taxes foncières sur les propriétés non bâties. Voilà, vous voyez que la somme, globalement, fait 2 250 000 euros, quoi, grosso modo. Ensuite, à travers le fonctionnement, on définit ce qu'on appelle la marge d'autofinancement. Grosso modo, hein, c'est simple, hein, on fait recettes moins dépenses, de façon simple. Alors, il y a deux lignes, hein. Il y a recettes moins dépenses courantes, et puis il y a ensuite recettes moins dépenses en prenant en compte tous les produits financiers. D'accord ? Ça, c'est directement, on va dire, le niveau de vie de la collectivité. Et cette somme-là, c'est la somme que l'on pourrait injecter directement dans nos investissements, si on voulait investir, ou alors dans le remboursement de nos emprunts, si on a des emprunts remboursés. Ou un petit peu des deux, si jamais on doit partager. Vous voyez que pour 2022, on avait dépassé le 1 million d'euros, que ce soit en recettes courantes, aux dépenses courantes, ou que ce soit au niveau produits financiers inclus. Cette année, avec la hausse du coût de l'énergie, donc les 300 000 euros, on devrait plutôt se situer à 800 000 euros et si on prend les produits financiers en compte, à plutôt 700 000 euros. Voilà, un gros 800 000 euros, un petit 700 000 euros. Si vous rajoutez les 300 000 euros, en fait, on est tout à fait au niveau de ce qu'on a fait l'an dernier. D'accord ? On peut passer à l'investissement. L'investissement, donc en fait, on a 4 lignes, les 4 premières lignes, hein, le chapitre 20, 204, 21 et 23, qui correspondent avec des natures différentes à tous les investissements qu'on prévoit de faire cette année, en 2023. Ça représente un montant de 2 564 540 euros. Vous avez le détail en dessous par ordre d'importance. Donc évidemment, le plus gros montant, ce sera la phase 1 de la réhabilitation de la maison de petite enfance. Alors, réhabilitation, création, on va dire plutôt, hein, parce qu'on a le bâtiment. On va effectivement réhabiliter certaines parties, avec toute la partie isolation, etc. Mais il y a aussi clairement à l'intérieur création de tout ce qu'il faut en termes d'espace, etc. Donc 440 000 euros pour cette maison petite enfance première phase. Ensuite, le deuxième gros montant constituera la première phase également de la rue d'Ardilières. Donc études et aménagement première phase à hauteur de 469 000 euros, dont là-dedans est inclus la démolition de la grange de la rue d'Ardilières dont on a déjà parlé, qui va permettre d'aménager un trottoir et une continuité piétonne dans cette rue qui manquait cruellement et qui va faire du bien en termes de sécurité. Et ça représente 108 000 euros des 469 000 euros. On rajoute à ça une étude d'aménagement sur le quai d'Amont, parce qu'on ambitionne de faire un réaménagement sur ce quai d'un point de vue voirie, et ça doit forcément se marier avec un autre projet qui est mené par l'AXO sur la création de voies douces le long des berges. Et donc ça va à un moment donné, à cet endroit-là, juste après le petit quai pour le bateau, et au niveau quasiment de l'entrée du nouveau lotissement, comment s'appelle-t-il, Link City. Donc là, sur cette partie-là, à un moment donné, la voie douce qui va se créer via l'AXO va un petit peu venir se confronter à la voirie. Donc il y a besoin de faire une étude pour que les deux projets vivent bien ensemble. Donc ça, ce sont les deux premières grosses dépenses. Je ne vais pas toutes les faire, mais je vais faire les plus grosses. Derrière, on a un projet qui est en marche maintenant depuis quelques années, pluriannuel, et on va faire la phase 5 de l'éclairage public. Ça prend évidemment tout son sens avec les besoins d'économie d'énergie actuels. Et donc, cette phase 5 coûte 161 000 euros. Toujours dans un esprit de faire des économies d'énergie, on va isoler et travailler un de nos bâtiments qui est une passoire énergétique. Ce sont notamment les ateliers municipaux au service technique. Donc on va reprendre toute l'isolation du bâtiment et changer le chauffage.
pour un montant global de 94 000 euros, mais à la clé avec de grosses économies. Actuellement, on doit chauffer les petits oiseaux autour. Repris du parvis de la mairie, on est dans la sécurisation, là, pour 90 000 euros, un projet à mener. Ensuite, je vous ai parlé de l'armement tout à l'heure par le biais des formations qu'auront les agents de la police municipale. On a également un aménagement intérieur du local ou du bâtiment où la police municipale réside, et donc notamment pour la création de l'armurerie. Et ça va occasionner une dépense à 60 000 euros. Et on a du coup, on en profite pour faire l'aménagement extérieur et donc créer une rampe PMR qui permettra d'alimenter et l'entrée de la police municipale et l'entrée de l'EJS, l'éducation jeunesse et sport, qui est juste à côté. Ça coûtera 6 000 euros. On va sécuriser les bâtiments publics et notamment en travaillant, en lançant une étude sur tout ce qui est système d'alarme et contrôle d'accès. Donc ça, ce sera la première phase pour un montant de 57 000 euros. À la médiathèque, on va s'occuper de renforcer le bâtiment qui a de grosses fissures dans ses fondations. Donc il y a une reprise des fissures structurelles et un ceinturage qui devrait occasionner des dépenses jusqu'à hauteur de 56 000 euros. Et ensuite, on va laisser bien prendre tout ça et se solidifier. Ça va prendre quelques mois avant ensuite d'aménager cette médiathèque. Mais ce sera pour 2024. On va mettre en place un système de télégestion énergétique. Donc ça, c'est tout ça, vous avez vu, depuis le début, on colle au projet de sobriété, au plan de sobriété. Cette télégestion énergétique va être déployée sur l'école Raymond de Carbon, le gymnase Jean Massé et ici, la salle agriculture. Donc les 3 bâtiments d'enfilade, là, et la mairie. Donc tout ça pour 51 000 euros. Ici, à la salle agriculture, va y avoir une mise en conformité de l'équipement scénique. Vous voyez, tout ce qui est éclairage, là, ici, là, tout ça, ça va être remis au goût du jour. Plus simple, puisque là, pour le coup, on a tout un système d'éclairage qu'on n'est pas capable d'utiliser parce qu'on n'a pas de personnes qui savent l'utiliser. Donc, voilà. Le son, c'est pareil. Donc, tout ce qui est son et lumière, on va aménager tout ça. Et ça va coûter 49 000 euros. Ce sera bien plus efficace et plus utilisable. Pour terminer, 2 points encore. Ouais, peut-être 3 points. On va toujours dans un souci de sobriété énergétique. On va isoler les combles de l'école maternelle Jean Massé pour 35 000 euros. On va mettre une porte à la chaufferie coupe-feu 6 000 euros. Là, on est plutôt dans la sécurisation. Au complexe Pascal Grousset, on va terminer complètement tout ce qui était, je ne sais pas comment dire, amélioration, développement du complexe dans son intégralité. Il y a eu le gros, c'était la piste. Et bien là, maintenant, on termine par l'achat de haies, par la création d'une aire de lancer, par la sécurisation, clôture et portail, sécurisation du tableau général, alors ça c'est autre chose, basse tension. D'accord. En gros, 36 000 euros supplémentaires qui va nous permettre d'en terminer complètement avec le complexe Pascal Grousset. Évidemment, depuis chaque année, on a une petite somme que l'on met sur le cimetière parce qu'il y a beaucoup de reprises de concessions à faire et création d'un escalier en partie haute et partie basse pour 23 000 euros. On reviendra sur le cimetière avec un nouveau règlement dont Stéphane nous parlera tout à l'heure. C'est un point que l'on votera en fin de soirée. On a donc nos nouvelles résidences, nos nouveaux quartiers résidentiels qui doivent être équipés en fibre au gré des créations des habitations. Le quartier 3 étangs, on a 20 000 euros qui sont déjà engagés pour les toutes dernières habitations qui ont été créées. Et donc le fameux Link City, le quartier Abreuvoir aux Moines, on a, je ne sais plus Sébastien, 60 ou 80 logements là-bas 80. Et donc on prévoit pareil une somme de 15 000 euros pour permettre le déploiement de la fibre pour ces nouvelles habitations. Nous allons travailler le plan local d'urbanisme. On l'a déjà évoqué lors d'un précédent conseil municipal. La première phase va être lancée pour 20 000 euros. Le reste, je ne vous en parle pas, on a déjà bien détaillé. Vous avez ensuite le détail à travers d'autres tableaux, on va dire par thématique, d'accord, de ces dépenses, donc bâtiments communaux, culturels, etc. Je vous laisserai le développer, le lire tout seul. Et à droite, le tableau en bas à droite, c'est tout ce qui est en termes d'investissement, équipement des services. Et donc cette année, après avoir entendu chacun des services et avoir
challengé et décidé de l'opportunité de faire ces dépenses-là, nous sommes arrivés à un accord à 150 807 € pour l'équipement des services. Avec, c'est toujours ce souci-là, hein, d'essayer de mettre dans de bonnes conditions nos services pour réaliser les services à la population. Voilà pour les investissements. Donc en dépenses, la totalité nous amène à un budget investissement de 3 046 000 €, 0,90. Si on met en face des recettes, on va retrouver quelques lignes essentielles. La toute première, chapitre 10, en dotation, 262 000 €. Ça correspond à un retour de ce qu'on a dépensé. En fait, quand on paye des investissements, on paye une TVA et les collectivités récupèrent en investissement une grosse partie de cette TVA. Donc là, sur les dépenses 2022, on récupère 262 000 €. Alors, pas tout à fait 262 000 €, on récupère 212 000 € sur les 262 000 inscrits du FCTVA, donc du Fonds de compensation de la TVA. Ensuite, on peut passer à la ligne 13, subvention d'investissement. Donc vous voyez inscrit 620 382 €. Ça ne correspond pas aux subventions qu'on va toucher pour nos projets 2023. Rappelez-vous, on a inscrit pour 2023 que 238 000 €, qui sont les subventions qu'on pense, avec une probabilité très forte, obtenir pour cette année. En revanche, on a rajouté à ces 238 000 € 382 000 € qu'on devait nous verser en 2022 et qu'on va nous verser en 2023. D'accord ? C'est ce qui a été oublié gentiment par le département et le conseil régional. Mais bon, ils ne vont pas oublier, on va leur rappeler. Vous nous connaissez. Donc voilà, 620 000 inscrits. En dessous, il y a le fameux emprunt d'équilibre, 485 000. Donc emprunt d'équilibre qui devrait être normalement compensé entièrement si on travaille bien et si on ne s'est pas trompé sur nos estimations de sollicitation. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a imaginé sur certains de nos projets, les gros projets, pouvoir solliciter tel organisme, parce qu'on pense pouvoir rentrer dans les axes qui nous permettent d'obtenir des subventions. Normalement, on devrait, à l'aide des subventions, pouvoir combler ces 485 000 €. Voilà. Si jamais ce n'était pas le cas, je vous le redis, en fin d'année, on va suivre ça, hein, trimestre par trimestre, l'avancée des demandes de subventions. Et en fin d'année, on risque, lors d'un conseil municipal, vous dire que finalement, voilà, on n'a pas eu les subventions escomptées, et donc on ne fera pas ça, on ne fera pas ça, on ne fera pas ça. D'accord ? Sauf si on devait se dire, c'est absolument indispensable, il faut le faire, auquel cas il faudrait emprunter, et auquel cas, je vous le redis, la Commission a souhaité qu'un nouveau débat s'ouvre clairement sur ce sujet de réalisation d'un emprunt ou pas. Voilà, d'accord ? Mais pour l'instant, aujourd'hui, là, au 9 mars, on part dans l'idée d'inscrire un emprunt d'équilibre et de ne pas le réaliser. Vous voyez une grosse somme dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, il s'agit des amortissements. D'accord, donc vous voyez la partie 931 286. On retrouve la même chose dans la partie dépenses de fonctionnement. Donc on l'a en recettes d'investissement. Vous avez en ligne 16, donc la quatrième ligne, emprunt et dette assimilée. Ça, c'est le remboursement du capital de nos emprunts pour 485 000 €. Ah non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Là, je suis dans les recettes. Je me perds. Donc, non, excusez-moi, ça c'était le... Donc, c'est pas là du tout, c'était tout à l'heure, j'ai oublié de vous en parler, du remboursement du capital de l'emprunt. Je peux y revenir très rapidement pour vous donner le montant quand même, puisqu'on y est. Emprunt, on aura cette année 372 261 €. C'est un petit peu moins que les 400 000 € qu'on rembourse habituellement en capital emprunté, parce que l'année dernière, en cours d'année, on a clôturé un emprunt, on a terminé de rembourser un emprunt. Donc maintenant, le capital à rembourser est un peu moins important. Voilà. Je reviens aux recettes, excusez-moi, je vous ai peut-être un peu perdu. Donc voilà, les amortissements, je vous en ai parlé. Et finalement, je crois que je vous ai tout dit. Donc on arrive encore une fois à l'équilibre en investissement à hauteur de 3 046 090 €. Voilà pour le
le développement de notre budget 2023. Vous avez en annexe un tableau des équilibres qui vous permet de voir de façon un peu plus imagée, visuelle, les équilibres qui sont réalisés. Si je reviens maintenant sur l'autre document qui est la note de synthèse et le point en question qu'on est supposé voter, donc c'est le point 7, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget unique 2023 qui s'équilibre de la manière suivante. En section fonctionnement, nous avons des recettes de 8 502 342,24 €, des dépenses équivalentes. Et en section d'investissement, des recettes à hauteur de 3 046 089,92 € et des dépenses équivalentes. Par chapitre en section de fonctionnement et pour les recettes d'investissement et par opération pour les dépenses d'investissement. Le Conseil est appelé à en délibérer. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation très complète. Si vraiment je cherchais un détail supplémentaire dont je ne maîtrise pas le contenu, mais je sais qu'il y a peut-être des précisions à donner, le cas échéant, il y a la notion de reste à réaliser, en fait, des investissements qui étaient plutôt prévus sur l'année dernière, mais qui ont un peu débordé. Ce qui m'y a fait penser, c'est le complexe Pascal Grousset, en fait, où en plus de tout ce que tu as déjà dit, il y a aussi des dépenses en espace vert pour récupérer le terrain de football qui a été pénalisé par les travaux de l'année dernière. Donc, ce sont des dépenses également en cours en ce moment sur le terrain. Monsieur Mazet me dit que pour une fois, c'est un chantier qui est à jour des promesses qui ont été faites par l'entreprise qui intervient en ce moment, c'est l'entreprise Loiseleur. Donc ça s'ajoute en termes d'investissement au sens large du terme sur Pascal Grousset cette année. Mais c'était des dépenses dans les comptes de l'année dernière. Voilà. À part ce petit détail, effectivement, je pense que tout a été très bien présenté par M. Tarassi. Comme d'habitude, y a-t-il des questions ou des remarques sur les différents sujets qui ont été abordés ? Planer quand même un peu le doute. Je dis bien sûr au public, les élus ne découvrent pas le budget ce soir. C'est aussi pour ça que parfois le nombre de questions peut sembler modeste. Mais il est toujours possible de demander des précisions encore en plein conseil municipal. N'hésitez pas. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ce budget 2023 ? Des abstentions, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point 8 est une conséquence juridico-financière du budget qui vient d'être présenté. Merci Frédéric. Oui, tu l'as abordé tout à l'heure, le passage à la M57, donc on est sur le point 8, autorisation de programme et crédit de paiement. Le passage à la M57 nous a amené à mettre en place un règlement budgétaire et financier pour le budget de la ville. Et donc, il est nécessaire pour deux opérations, les deux plus grosses opérations qui vont finalement s'échelonner sur plusieurs années, hein, on est sur des projets pluriannuels, de créer des autorisations de programme et crédits de paiement. Voilà, c'est un mode de gestion qui permet d'échelonner au mieux les financements à apporter. Donc vous avez les petits tableaux qui vont bien juste après pour les deux projets en question. Si on prend le premier, la requalification de la rue d'Ardilière, on a le montant de l'AP, de l'autorisation, pour 724 000 €. Et vous voyez le découpage qui se fait. Donc en 2023, 444 000 € que l'on met dans notre budget. Et pour l'année prochaine, 2024, 280 000 € que l'on sait déjà qu'on aura dans notre budget. Ce n'est pas définitif parce que ces APCP peuvent tout à fait être modifiés par une autre délibération du conseil municipal. Et si le projet devait un petit peu évoluer, alors à ce moment-là, on voterait, je dis n'importe quoi, en 2024, peut-être plutôt 230 000 € si ça devenait arriver à la baisse, ou 350 000 s'il faut, et pourquoi pas rajouter une colonne pour 2025. Voilà. Ce n'est pas du définitif, c'est quelque chose de vivant. Mais ça permet de se projeter déjà sur les budgets suivants lorsqu'on a des projets pluriannuels. De la même façon, le deuxième gros projet, c'est la réhabilitation donc, du bâtiment communal en maison de la petite enfance. Le projet global est à 1 308 000 €. En 2023, on a inscrit dans le budget qu'on vient de voter 440 000 €. Et pour 2024,
nous prévoyons 868 000 euros. Voilà, on vous a mis pour indication des subventions que l'on espère avoir sur l'un et l'autre des projets, mais c'est à titre indicatif, hein, purement indicatif. Voilà, donc le Conseil est appelé à en délibérer et à voter pour la première fois dans un budget de Saint-Leu des APCP. Oui, merci. C'est important de faire évoluer nos outils de suivi financier sous cet angle pluriannuel. On a par ailleurs un bon début de tableau de travail sur Excel, je dirais, des investissements des prochaines années. C'est une démarche qui est également pratiquée de plus en plus par l'agglo de Creil. Et dernière précision sur la rue d'Ardillères. J'ai eu l'occasion de dire à la réunion publique que quand on ajoute le budget communal qui va être consacré à cette rénovation, plus le budget de la communauté d'agglomération, plus le budget probable du conseil départemental qu'on a estimé avec notre bureau d'études, c'est pas loin de 1 700 000 euros qui est concerné par ce 1 km de voirie qui avait pris beaucoup de retard dans son état, et c'est ça qui justifie ces sommes, et ce sont vraiment des sommes extrêmement importantes. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ce point? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, vote des taux d'imposition, également une autre conséquence des principes qui ont été rappelés. Merci Frédéric. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on est sur le point 9, vote des taux d'imposition. La suppression intégrale de la taxe d'habitation, d'accord? On ne conserve que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Associé à cette suppression intégrale de la taxe d'habitation, il y a une compensation qui a été induite, qui est le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et donc, voilà, on ne touche plus de taxe d'habitation, mais par contre, on récupère cette partie-là départementale. On a d'autre part eu ce taux de taxe d'habitation qui a été complètement gelé en 2020, 2021, 2022 sur la base du taux 2019. Et il est temps maintenant de repasser au vote de ces taux, d'accord, de taxes, d'impôts. Et voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des bases qui augmentaient. Je vous redonne les montants. La base de la taxe d'habitation a augmenté de 7,1%. Celles de la taxe foncière bâtie et non bâtie ont augmenté respectivement de 7,83% et 6,7%. Voilà. Dans le débat d'orientation budgétaire du 7 février 2023, on a notamment défini des grandes orientations politiques et budgétaires, le maintien des services de proximité notamment et de l'équilibre financier, ça c'est le point 3. Bon, c'est là-dedans qu'on justifie en fait l'idée de vous proposer du maintien des taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Donc vous voyez le taux 2022 et vous voyez à côté le taux 2023 qui est exactement équivalent. Donc pas d'augmentation cette année souhaitée. Le Conseil est appelé à en délibérer. Merci Laurent. Alors, hop. Je reviens effectivement sur le point en question. Donc, y a-t-il des votes contre ce point sur les taux d'imposition qui ne changent pas? Des abstentions. Donc, merci de votre approbation unanime. Je vais soulager un peu Laurent en faisant moi-même les points 10 et 11 qui sont liés, puisqu'en fait, vous voyez qu'il s'agit de la somme des subventions aux deux véhicules de notre solidarité, aux deux outils de solidarité que sont le Centre communal d'action sociale et la résidence autonomie. En fait, la seule petite nouvelle, c'est que le total de ces deux outils ne change pas, c'est-à-dire 60 000 euros, mais selon les années, c'est le cas un peu depuis 2 ans, quand il y a 5 000 euros à accorder à un peu plus d'un côté ou à l'autre, on le fait. Donc là, en fait, c'est les cas. Il y a un petit peu plus du côté résidence autonomie et un petit peu moins au centre communal, mais c'est de toute façon
en liaison, enfin, tout à fait justifiée avec, par les états de trésorerie de ces deux outils juridiques. Et donc, il n'y a pas du tout de retrait ou de recul de la politique sociale et de solidarité de la commune. Il y a de toute façon de quoi assumer les orientations qui sont données et qui ont été rappelées également dans notre débat précédent et qui sont d'ailleurs un peu plus précisées pour les élus qui en font partie, comme M. Rocco. Ces orientations sociales, solidaires, sont encore plus détaillées lors du vote du budget au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. On pourra peut-être d'ailleurs vous en rendre compte à une occasion ou plusieurs occasions cette année. Je m'y engage pour que vous n'ayez pas du tout l'impression qu'il y ait deux budgets différents. Voilà, donc 45 000 € pour le CCAS, 15 000 € pour la résidence autonomie. Si j'appelle au vote sur ces deux points l'un après l'autre. Sur le point 10, CCAS, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour le point 11, résidence autonomie, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie. Je vais repasser la parole à M. Tarassi, voire à M. Mazet pour le point 12, association sportive, mais je voudrais assumer moi-même, bien sûr, ce qui n'est pas dans cette délibération, c'est-à-dire les associations non sportives. Donc en fait, nous sommes décidés à lancer une nouvelle démarche qui n'alignera pas les associations non sportives sur les clubs sportifs, parce que la manière très détaillée dont, depuis 2015, les subventions sont calculées par la municipalité pour les associations sportives, cette approche n'est pas forcément transposable aux autres associations. Néanmoins, l'idée serait d'aller un petit peu plus dans le détail de 3 domaines sur lesquels notre avis sur l'activité de l'association pourra permettre de moduler un peu leurs subventions. En fait, pour les associations non sportives, il y a forcément d'abord une notion d'attractivité, c'est-à-dire y a-t-il des adhérents? C'est quand même bien normal d'encourager davantage les associations qui ont des adhérents et qui se développent. Le deuxième thème pourrait être l'activité elle-même de l'association, c'est-à-dire est-ce qu'elle réalise vraiment des activités sur la commune? Et puis, troisième thème, quelle est l'implication de l'association, au-delà même de ses activités propres, quelle est l'implication de l'association dans la vie municipale? Et quand je dis municipale, c'est la vie du territoire, pas la vie de la mairie en tant que telle. Sur cette triple base, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de surseoir au vote des subventions habituelles, parce que finalement, pour ces associations-là, on était un peu comme pour les clubs, jusqu'à 2015, on était simplement en train de dire est-ce qu'on redonne la même chose ou est-ce qu'on fait de temps en temps une augmentation liée à l'inflation? Là, on entrerait dans une approche un peu plus variable, mais qui, comme pour les clubs, n'est pas faite pour économiser de l'argent globalement, qui est faite pour être beaucoup plus personnalisée. Voilà. Et cette démarche, qui serait lancée là dans les prochaines semaines, nous permettrait de nous revoir au prochain conseil municipal et de vous proposer une liste de subventions individuelles, je dirais, pour la quinzaine d'associations qui s'ajoutent à la grosse vingtaine de clubs sportifs qui, eux, font bien l'objet d'une ventilation individuelle ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Alors, sur les subventions sportives, vous avez le document numéro 11 de votre dossier qui ventile les associations proposées. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut rappeler le total et puis commenter un peu ce qui se passe cette année. Bonsoir à tous. Oui, comme chaque année et en début d'année, on demande à chaque association de nous fournir différents détails de leur année passée, en prenant en compte tout ce qui a été fait niveau buvette et tout niveau événement qu'ils auraient créé dans chaque association. On reprend en compte aussi le nombre d'adhérents, moins de 18 ans, plus de 18 ans, les adhérents extérieurs, et tout ça qu'on rentre dans un tableau et qui reprend des différents critères qu'on remet en place. Je vous laisserai apprécier et regarder le détail du tableau qui apparaît, que le montant du calcul qui a donné tous ces différents montants et qui correspond à chaque association.
Et ce total des montants fait un montant pour cette année de 66 000 euros qui sera redistribué au monde associatif sous forme de subventions. Voilà. Le Conseil est appelé à en délibérer. Juste pour ajouter un petit coup, Jean-Michel, cette année, on a fait des petites modifications pour prendre en compte des améliorations, en fait, produire des améliorations dans le calcul. On était un peu à l'écoute des clubs. Et donc, on a pu mettre quelques petites modifications, notamment, par exemple, prendre en compte davantage la motivation des associations qui vont à la pêche aux subventions et qui s'autofinancent, en fait, leurs investissements et qui nous permettent, nous, de moins dépenser. Donc, finalement, voilà, on a fait en sorte de calculer un petit peu différemment pour ne pas trop les pénaliser, voire même les avantager, celles-ci. Et donc, en fait, le calcul qui a été finalisé arrivait au-dessus de 66 000 euros. On était à presque 69, je crois, ou 70. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, c'est la première année où on est obligé de faire un abattement, en fait, pour retomber dans une enveloppe globale qui est acceptable pour nous. Parce que finalement, voilà, c'est un peu ça. Si vous comparez, vous avez dans le fichier en question, vous avez les autres années. Hein. Vous avez 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Alors, si on ne prend pas en compte 2022 et ni 2021, qui étaient des conséquences des années précédentes, hein, donc 2020 et 2021, qui étaient donc des années Covid, forcément, là, il y a eu des baisses. Mais regardez, par contre, 2020, qui était consécutive à l'année 2019 de fonctionnement, 2019 consécutive à l'année 2018 de fonctionnement, 2018 là, vous voyez que cette année, en fait, c'est l'année où on donne le plus de subventions depuis 5 ans, 6 ans au moins. Voilà. Donc, on a fait un abattement qui nous permettait de rester dans une enveloppe raisonnable, mais c'est quand même l'année où on donne le plus à nos associations sportives. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Et puis, pour le vote, Frédéric, je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a des membres de bureau de ces associations sportives. Absolument, tu fais bien de le rappeler. Il y a effectivement une colonne à droite du tableau qui rappelle que ne prennent pas part au vote les élus qui sont spécialement proches d'une association, ce qui est votre droit, mais il faut en tirer les conséquences pour ce vote-là. Donc, est-ce que vous pourriez lever la main à nouveau? Je parle bien des clubs sportifs hein, et pas des autres associations. Pour les élus qui seraient concernés par cette règle de déontologie. Personne n'est sportif ou parent de sportifs, parce que c'est souvent comme ça qu'on est. Mais effectivement, de mémoire, le cas sera. Il y aura des cas au prochain vote des subventions des associations non sportives, plus culturelles que sportives. Bon, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, merci en tout cas pour vos précisions. Y a-t-il donc des votes contre cette proposition de ventilation de la somme de 66 000 euros et 66 001 euros qui est sous vos yeux? Voix contre, abstention, donc je vous remercie. Pour ce qui est donc maintenant du point 13, eh bien, le point 13 est encore un petit peu dans appelé finance, mais on est plutôt dans des services, et l'adjoint qui s'est le plus impliqué sur le sujet qui est celui du règlement du cimetière est Monsieur Hautecoeur qui va vous résumer avec talent les principales modifications qui vous sont proposées pour ce règlement qui n'avait pas été remis à jour depuis 2016. Et merci Frédéric. Et effectivement, donc, nous avons fait la mise à jour du règlement du site funéraire et cinéraire. On va commencer déjà le site funéraire, ça concerne les caveaux ou plus également les tombes. Les sites cinéraires, ce sont les colombarioles, donc les cases qui sont en hauteur. Cavuantes sont les cases qui sont au sol, ou le jardin du souvenir où on disperse les cendres du défunt. Cette mise à jour a fait lieu avec les services de la relecture de tous les textes. Les textes en vigueur changent très souvent, et on s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu trop redondant dans notre règlement, et on a pu justement travailler sur les pavés
aussi bien funéraires que cinéraires, pour les entreprises et toutes ces choses. On a mis à jour les horaires d'ouverture, puisque depuis quelques années, le cimetière ne ferme plus, puisqu'il est vidéo protégé. Donc on l'a mis donc dans notre règlement. On a aussi rappelé les interdictions de ne pas rentrer avec un chien, de ne pas rentrer ivre, de ne pas boire, de ne pas être dévêtu, ou mal vêtu du moins. Donc voilà. On a pu aussi rappeler qu'aucune dispersion ou de laisser un animal mort dans le cimetière est totalement interdit. Alors si on l'écrit, vous imaginez bien qu'il y a peut-être eu des situations. On a rappelé aussi que dès qu'on achète un endroit pour mettre une concession, donc un caveau, il est obligatoire de construire une semelle, ce qu'on dit une semelle de propreté. Donc c'est un plateau, une dalle en béton, justement pour éviter que les mauvaises herbes puissent pousser et surtout envahir les caveaux de droite et de gauche. Donc vous aurez un délai de 3 mois pour poser cette dalle. On est revenu sur la hauteur des monuments. Vous avez pu voir qu'on a de magnifiques chapelles qui malheureusement vont être rétrocédées l'année prochaine. On va devoir les démonter puisqu'elles se fragilisent beaucoup et elles font partie des reprises de concession. Mais donc on a marqué que les monuments ne devaient pas dépasser 1,50 m. Donc c'est ce que nous avons actuellement dans le cimetière. On est revenu sur la rétrocession des cavurnes, c'est-à-dire que beaucoup maintenant de personnes déménagent et peuvent prendre justement les cendres des défunts. Donc on a bien précisé qu'aucune rétrocession ne pourra être remboursée, puisqu'il y a des frais à la commune, puisque pour rappel, lorsque vous achetez une cavurne, elle est déjà toute prête avec la plaque qui est dessus, et c'est-à-dire que si jamais vous délaissiez cette cavurne, il faudrait que la collectivité repaye directement cette plaque en pierre, donc ça a encore des frais. On a rappelé que toute dispersion est interdite. Elle ne sera autorisée que dans le jardin du souvenir. Donc quand vous rentrez sur la gauche, vous avez ce petit parterre avec des cailloux blancs et un système de jet justement qui pourra disperser les cendres. Voilà l'essentiel de la nouvelle réglementation. Mais vraiment aujourd'hui, ce règlement est vraiment plus lisible. Merci au service parce que c'était compliqué de relire l'ensemble des textes et c'était un gros travail qu'il a fallu faire. Et alors je vous dirais bien que moins on lira, mieux on se portera. Donc voilà pour les nouveautés de notre règlement. Merci Stéphane. Donc, effectivement, tu fais bien de rappeler que les 4 modalités d'inhumation proposées à Saint-Leu-d'Esserand correspondent à l'évolution des modes de vie et des attentes. Et il était important de reparcourir tous les détails du cycle, du contact que nous avons avec les familles dans ces moments difficiles pour que tout ça soit fait dignement et ne pas rajouter des difficultés administratives à la peine des familles à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des remarques sur... Frédéric, juste... je t'en prie. Une remarque de la responsable du pôle. Juste une petite modification. Nous n'avons pas touché, bien entendu, aux tarifs. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Donc les tarifs restent exactement les mêmes qu'avant. Absolument. C'était bon de dire qu'on essaie d'être cohérent avec le principe que j'ai rappelé tout à l'heure sur la non-évolution des tarifs en 2023. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne changera jamais rien. On a regardé d'ailleurs, en fait, dans l'étude, on a regardé les tarifs des autres communes. Il pourrait y avoir des choses à imaginer, mais pour l'instant, on n'a pas jugé utile de remettre ça à plat cette année. Voilà, y a-t-il des remarques sur ce point? Donc, je le passe au vote. Y a-t-il des votes contre ce point numéro 13, règlement du cimetière? Des abstentions? Non, je vous remercie. Alors, sur le point 14, je peux
proposer à M. Hautecoeur de compléter mes propos ainsi qu'à M. Muller, puisqu'il s'agit d'un point de développement durable qui a des conséquences de circulation. En fait, il y a un nouveau projet de méthaniseur, alors non pas sur la rive droite de l'Oise, mais sur la rive gauche, à Gouvieux, mais à un endroit qui finalement est beaucoup plus près de Saint-Leu-d'Esserand que de la partie urbaine de la commune de Gouvieux, puisque c'est dans le virage après le pont, le virage à gauche après le pont de Saint-Leu, juste après le camping du Pré des Moines, qui est bien sur Gouvieux, mais on voit bien que l'impact de circulation va plutôt nous concerner, nous. C'est pour ça que la proposition qui vous est faite est d'être non pas défavorable sur le principe, mais défavorable quand même dans l'avis qui nous est demandé, dans le cadre non pas d'une enquête publique, mais d'une consultation publique. C'est une modalité administrative un peu moins complète. Nous proposons d'avoir un avis défavorable, puisque l'organisation de l'accès routier qui est envisagée nous semble insuffisante. Dans ce virage qui donc redescend de la commune de Saint-Maximin et aborde une dernière ligne droite avant le pont de Saint-Leu, dans ce virage, tous les semi-remorques qui amèneraient la matière première de ce méthaniseur, qui est donc cette matière première du fumier de cheval, hein, puisqu'il s'agit depuis 10 ans, 15 ans de trouver un exutoire au fumier de cheval de toute la région autour de Chantilly. Alors pour mémoire, d'ailleurs j'ai pu y travailler avec ma casquette agglomération de Creil. L'exutoire jusqu'ici était une coopérative à Saint-Maximin qui utilisait ce fumier pour produire de la matière première transformée avec des semences de champignons. Et cette matière première était revendue aux champignonnières de la région, en fait. Mais cette coopérative a fermé l'année dernière. Et donc tout ce qu'elle pouvait absorber comme flux de fumier de cheval n'est plus envisageable. Ça mène d'ailleurs à faire une triste constatation au niveau du développement durable, c'est que tout ce fumier actuellement est emmené en camion jusqu'en Belgique pour être transformé dans différentes usines de semences et en fait, c'est du compost hein, avec des semences de champignons. Et cette matière transformée revient en France, et notamment dans notre région, pour aller dans les champignonnières. Donc, ce n'est pas une situation du tout optimale en termes de développement durable. Donc là, l'utilisation locale par ce méthaniseur, dont on parle depuis des années et des années, n'est pas contestable sur le principe, même si chacun est libre de penser autrement de ce que je viens de dire, mais ça pose vraiment un gros problème de circulation, puisque dans ce virage serait créé un tourne à gauche, c'est-à-dire une voie centrale en plein virage sur laquelle s'arrêteraient les semi-remorques qui, quand ils le pourraient, tourneraient à gauche pour remonter sur le plateau qui se trouve au-dessus. Donc la proposition que nous faisons dans le cadre de cette consultation publique, ce serait plutôt de faire l'entrée de ce site à partir du carrefour des 4 chemins qui est beaucoup plus haut. Hein. C'est le carrefour qui à droite emmène sur Gouvieux, à gauche sur Saint-Maximin et tout droit sur Chantilly. Donc ce premier carrefour pourrait avoir une branche supplémentaire qui, elle, redescendrait à l'arrière droite sur le site en question, ce qui éviterait vraiment ces risques de sécurité routière qui semblent assez élevés. Et si jamais cette bonne idée ne pouvait pas être suivie, au minimum, il serait quand même plus raisonnable d'avoir un giratoire à l'endroit du virage, de manière à véritablement fluidifier les croisements. Voilà un petit peu le contexte, ou plutôt la partie circulation. Comme je vois que M. Hautecoeur œuvre pour l'instant, je vais plutôt me tourner vers Éric Muller, si jamais il veut compléter sur l'aspect intérêt d'un méthaniseur. J'ai dit l'essentiel. Et ben alors, si j'ai dit l'essentiel, merci. Y a-t-il par contre d'autres remarques ou d'autres questions sur ce sujet? Je n'en vois pas. Et on vous tiendra au courant effectivement de la suite donnée à notre avis.
J'en ai déjà parlé à mon collègue le maire de Gouvieux, qui en a pris bonne note. Y a-t-il des votes contre la délibération qui vous est proposée, c'est-à-dire un avis défavorable pour des raisons de circulation? Y a-t-il des abstentions? Donc, merci pour votre unanimité. Y a-t-il des questions diverses qui seraient posées, premièrement par les élus, deuxièmement par le nombreux public présent physiquement, et troisièmement, mais je sais que certains ne sont pas d'accord avec ce principe, questions qui auraient été posées sur Facebook, au cas où elles seraient très importantes. Bon, déjà, il n'y en a pas, donc il nous reste les deux premières solutions. Y a-t-il des questions diverses que les élus municipaux voudraient aborder? Je n'en vois pas. Vous voulez battre un record de brièveté, c'est ça? Il fut un temps où les discussions budgétaires pouvaient durer jusqu'à 1h du matin. Certains s'en souviennent, voire en seraient nostalgiques peut-être. Pas du tout. Très bien. Ça ne veut pas dire que le budget est bâclé quand il est moins bataillé. Donc voilà. Est-ce qu'il y a besoin de suspendre la séance s'il y avait une question de la part de notre public? Non plus. Eh bien alors, si c'est ainsi, je vous propose de clore la séance et j'ai une petite proposition à faire aux élus uniquement après que la séance sera close, donc ne partez pas tout de suite. Voilà, merci à vous et très bonne soirée, fin de soirée.